Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV. Nous poursuivons donc ce soir, comme on l'a entamé hier avec Antoine Diouf, notre mitoyenneté avec le voisin malien dont on tente de comprendre tous les tourments, les peines, mais également les joies parce qu'elles ne manquent pas. Et ce soir, c'est la politique et la scène politique malienne que nous allons tenter d'analyser après le prononciamiento donc du 18 août dernier, le coup d'État suivi de la mise en place d'une transition par la junte, mais également la médiation de la CEDEAO dans un contexte de grande influence des religieux là-bas au Mali. Bref, nous nous intéressons ce soir à un État en quête de stabilité et de fleuve tranquille depuis le premier coup d'État de 1968. Et pour cet exercice, nous avons plaisir à recevoir M. Hamidou Anne, un politiste, spécialiste donc des sciences politiques. Merci, Monsieur Anne, d'avoir répondu à l'invitation d'ITV ce soir. Bonsoir Hassan, c'est moi qui vous remercie. Un politiste, vous pouvez nous dire, c'est différent d'un politologue? Politiste, c'est un peu le mot classique, politologue, c'est un peu l'expression, disons, usuelle. Très bien, merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre le sujet qu'a pu préparer pour nous Mohamed Kandji sur le Mali. Après 60 ans d'indépendance et sans jeu de mots aucun, on peut dire que le Mali est en train de filer du mauvais coton. Voici l'élément proposé par Mohamed Kandji. Mali, 18 août 2020. Le soleil se lève sous le sifflement des balles. Des coups de feu sont tirés dans le camp militaire Soundiata Keïta de Kati. Une base militaire témoin de l'histoire car étant déjà le lieu de départ du coup d'État de 1968 et celui de 2012. L'inquiétude envahit petit à petit les populations, mais même les esprits les plus pétillants ne peuvent pas encore imaginer ce qui va venir dans les heures qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette mutinerie? Que veulent les militaires? Beaucoup de questions, mais une seule réponse: la tête du président Ibrahim Boubacar Keïta. À 16h30, alors que tous les regards sont tournés vers Bamako, un groupe de militaires se dirige vers la résidence présidentielle et arrête le président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que son premier ministre Boubou Cissé. Après des mois de contestation ayant causé une dizaine de morts et une centaine de blessés, le maître de Bamako démissionne sous la contrainte de ses militaires. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Ibeka tombe, le pays en est maintenant à son 4e coup d'État. Un an après son adhésion à la communauté française en 1958, le Soudan français se joint au Sénégal pour former la Fédération du Mali. Des différends mènent à une rupture brutale en 1960. Le Soudan français devient la République du Mali et proclame son indépendance en 1960. Depuis, le pays connaît plusieurs putschs. Le 19 novembre 1968, le premier président du Mali indépendant est éjecté de son poste par un comité militaire de libération nationale avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré. Il est reproché au président Keïta son socialisme empreint d'autoritarisme. L'ex-président du Conseil de la Fédération du Mali quitte le pouvoir et laisse la place à Moussa Traoré qui avait promis d'instaurer la démocratie mais se mue dans une posture autocratique. Contesté par la rue, la répression qui s'ensuit fera de nombreux morts. Malgré la tension, il refuse de démissionner, mais le 26 mars 1991, il y est contraint à la faveur d'un coup de force militaire mené par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Radio-diffusion télévision nationale du Mali, 6h15 à Bamako, un soleil nouveau se lève sur le Mali. Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré vous parle au nom des forces armées et de sécurité maliennes.
Communiqué numéro 1. ATT ouvre le pays au multipartisme, dote le Mali d'une nouvelle constitution et organise une élection présidentielle à laquelle il ne participe pas. En 2002, Toumani remporte la présidentielle et est réélu en 2017. Mais en 2012, le nord du pays tombe aux mains des terroristes. Accusé d'incompétence face aux rebelles, et comme il n'y a jamais deux sans trois, ATT tombe le 22 mars 2012. Élu en 2013 puis réélu en 2018, Ibeka tient les commandes du pays, mais devient au fil du temps le symbole de l'impuissance de l'État dans un pays déchiré par les attaques terroristes et les violences communautaires jusqu'à sa chute. Le dernier épisode d'une série de crises déclenchées en juin avec l'éclosion d'une contestation lancée par une coalition hétéroclite de chefs religieux, d'hommes politiques et de membres de la société civile dénommée le M5 comprenait Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Le vendredi 5 juin 2020, le M5 dirigé par l'imam Mahmoud Dicko tient une manifestation et exige la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelques mois plus tôt, le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, est enlevé dans le centre du pays par des hommes armés. Ancien ministre de 1993 à 2002 et 3 fois candidat à la présidence de la République du pays, il est kidnappé en pleine campagne législative par des présumés djihadistes. L'homme politique de 71 ans est toujours entre les mains de ses ravisseurs et ses proches craignent qu'il ne lui arrive malheur. Le régime politique du Mali n'est pas né ex nihilo. L'histoire institutionnelle du pays met en exergue une succession de divers types de régimes politiques. Ainsi, sous l'empire de la Constitution de la Première République du 22 septembre 1960, le Mali était dans une dynamique d'un parlementarisme caractérisé par un accroissement des pouvoirs du Parlement au détriment de l'exécutif. Sous la Deuxième République, l'érection du parti unique en institution sonne le glas du parlementarisme et annonce un présidentialisme à la malienne. Le temps passe, mais beaucoup de problèmes persistent. La politique malienne maintient le pays de plus d'1 million de mètres carrés dans une situation difficile. Difficile surtout de s'agripper à l'émergence sous la menace terroriste qui fait trembler toute la sous-région. Alors, merci beaucoup, Mohamed Kandi, pour cette évocation. Et je que QTV et Immédiat sont de pied dans la semaine. Invité de ce soir, M. Hamidou Anne, que vous inspire aujourd'hui en 2020 la situation du Mali et quelle image vous renvoie ce pays? D'abord, une image de tristesse, et je suis très triste de voir ce pays voisin, ce pays frère, être dans une situation assez compliquée, assez difficile, parce que le Mali est à son 4e coup d'État en 60 ans d'indépendance. Et en fait, ces images de rupture institutionnelle du pouvoir, un président de la République, quoi qu'on puisse penser d'Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté et conduit Manu Militari dans un camp n'est pas une image qu'on aime voir dans une démocratie, et voir des leaders politiques emprisonnés, que la Constitution soit suspendue, que l'Assemblée nationale soit dissous et qu'on contraint un président à la démission, donc Ibeka, quand on connaît la configuration, en tout cas émotionnelle et sentimentale de la personne, est quelqu'un de très fier, quelqu'un de très imbu de sa personne, et le voir humilié ainsi à la face du monde n'est pas une image qu'on aime voir en tout cas dans une démocratie qui s'est dit ouverte et libérale. Donc le pays, le Mali, est en train de traverser, de connaître ce qu'on pourrait appeler une conjugaison de crises, crise démocratique, crise territoriale, identitaire et même, osons le mot, écologique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le cocktail et les ingrédients qui sont en présence aujourd'hui au Mali sont explosifs? Absolument, Hassan. Vous savez, il faut toujours complexifier les questions. Il faut toujours les revoir dans une forme de continuité historique. Vous savez, le coup d'État du 18 août a des causes qui sont certes aujourd'hui actuelles, mais il y a aussi des causes qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus enfouies, en tout cas dans l'histoire du Mali. Et je vais en citer 3. Le Mali a une
fait face à une crise démocratique. C'est ce qu'on appelle en théorie politique la démocratie procédurale. C'est-à-dire que dans une démocratie procédurale, on organise des élections qui se passent plus ou moins bien. Il y a une assemblée nationale, il y a des députés, il y a donc des sénateurs, il y a un gouvernement. Mais ces gens-là sont plus ou moins bien élus, etc., mais ne répondent plus finalement aux aspirations les plus profondes, voire parfois les plus élémentaires de la population. C'est un peu la différence qu'on fait entre la démocratie procédurale et la démocratie substantielle. C'est qu'aujourd'hui, c'est toujours la différence entre la légalité et la légitimité. Quand un président de la République est réélu et que moins de 2 ans plus tard, il y a des milliers de citoyens massés dans les rues chaque semaine pour appeler le président élu donc à démissionner, il est légal certes, mais forcément, on doit se poser la question de sa légitimité. C'est d'abord donc la crise démocratique. Il y a la crise de l'État. Vous savez, le Mali, c'est 1 200 000 km². C'est un pays immense. Et en fait, quelles sont les prérogatives d'un État? C'est qu'il faut une population, il faut un territoire, il faut une souveraineté politique qui gouverne ce pays. Le Mali a une population, d'accord, mais il faut aussi se poser la question de la nation malienne. Est-ce qu'elle est moulue en tant que nation? C'est une question qu'il faut se poser. La question du territoire, il n'y a pas de continuité territoriale du Mali parce qu'il y a plein de zones aujourd'hui dans le pays, dans le nord et dans le centre, qui échappent au contrôle du politique de Bamako. Et dernier item, c'est la question de la légitimité politique. Aujourd'hui, IBK ne gouvernait plus parce qu'il faisait face à une opposition très profonde. Et dernier item de cette triple crise, il y a la crise de la légitimité politique. Les hommes politiques maliens n'ont jamais répondu de façon profonde aux préoccupations des gens. Ce sont des gens qui se sont un peu embrouillés pour des questions politiques, pour des questions en tout cas de partage du gâteau, mais n'ont pas montré une vision du monde qui puisse en tout cas sortir de cette phase infantile de la démocratie pour aller dans la deuxième phase qui est celle du développement, du progrès et de la réponse aux questions que les citoyens se posent. Oui, c'est ça, sur l'impéritie des politiques maliens. Absolument. On y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui on a capturé une image, c'est la réception ou l'audience que le président de la transition a accordée à l'ambassadeur de France à Bamako au Mali. On sait que la France a stoppé les djihadistes qui voulaient se saisir de Bamako les années dernières. Également, la France a une foultitude, en tout cas des milliers de soldats dans le Sahel. Est-ce que cette audience-là, à vos yeux, est anodine ou bien est-ce qu'elle est normale? Elle est normale, elle ne peut pas être anodine à mon avis, mais elle représente un symbole très fort parce que la France, qu'on le veuille ou pas, est un acteur majeur, en tout cas de la politique malienne. D'abord, eu égard à l'histoire, parce que la France est la puissance colonisatrice du Mali. Et deuxièmement, vous en parlez tout à l'heure, en 2012, quand les djihadistes ont voulu faire sauter le verrou des Sévaré et arrêter à Bamako et contrôler non plus seulement le nord, mais tout le pays, il a fallu que les Français déploient des troupes sur place pour qu'ils puissent arrêter ces djihadistes maliens. Et d'ailleurs, on se souvient, François Hollande, le président français de l'époque, avait dit que c'était le plus beau jour de sa carrière politique. C'est quand même assez important, en tout cas. Et aujourd'hui, les Français sont restés, l'opération Serval est devenue Barkhane avec 5000 hommes sur place, et certains d'ailleurs meurent de façon assez régulière et qui repose encore la question de la légitimité de l'intervention face à l'opinion publique française. Mais la France est un acteur majeur du conflit, parfois bien vu, parfois aussi très mal vu, très contesté, notamment par la rue malienne, par les artistes, par les militants maliens. On peut y revenir, mais on ne peut pas la sortir en fait du conflit et des combinaisons politiques dans le pays. Très bien. Et toujours dans cette actualité récente, on a assisté à la désignation d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence M. Mokhtar Ouane, un diplomate de 64 ans, qui fut également ministre des Affaires étrangères. Il a été choisi, selon vous, pourquoi? Pour arrondir les angles, parce que la diplomatie, sa définition première, c'est l'art d'éviter la guerre. Pourquoi on a choisi, selon vous, un diplomate? D'abord, pour répondre à l'injonction de la CEDEAO, qui a, encore une fois, il faut le rappeler, mis un embargo sur le Mali. Parce que la CEDEAO avait exigé que le président et le premier ministre de la transition soient des civils. Donc aujourd'hui, le Comité national pour le salut du peuple répond à cette injonction, se soumet à cette injonction de la CEDEAO et nomme un civil. Et ce n'est pas n'importe qui. Mokhtar Ouane, vous l'avez dit, c'est un diplomate chevronné, c'est quelqu'un de très compétent, c'est
quelqu'un d'ailleurs, pour la petite anecdote, qui a étudié au Sénégal et qui est un énarque, donc qui a quand même un gage de sérieux, de crédibilité et de rigueur. Et c'est un diplomate, effectivement, dans un pays englouti, en tout cas dans plusieurs conflits de divers ordres. Avoir un diplomate rigoureux, compétent, expérimenté de ce niveau-là peut être en tout cas un élément pour la sortie de crise, par la transition, pour arriver à un autre stade. Très bien. Toujours dans cette actualité, on la remonte rapidement. Le nouveau président intérimaire de la transition, Bandao, est chargé donc de conduire cette même transition vers des élections apaisées et générales dans les 18 mois à venir. Bien qu'étant ancien militaire, est-ce que le nouveau président, d'après vous, aura-t-il les coups des franches ou est-ce qu'il sera, bon, excusez-nous le terme, une simple marionnette de la junte actuellement, parce que la junte, c'est pas des enfants de cœur. Ils ont choisi quelqu'un qu'ils voudraient peut-être, entre guillemets, manipuler. Quelle sera sa marge de manœuvre, d'après vous? D'abord, en fait, il faut revenir sur le choix du colonel-major Bandao, parce que, encore une fois, la CEDEAO exigeait que ce soit un civil et ils ont pris un ancien militaire. Donc là aussi, il faut observer la subtilité du CNSP par rapport à la junte du capitaine Sanogo en 2012. Donc en fait, les deux, en tout cas, n'ont rien à voir en termes de calme, en termes de sérénité, en termes un peu de tactique et de manœuvre, de subtil politique. Ils ont choisi effectivement le colonel-major Bandao, qui est aussi quelqu'un réputé très intègre, avec une probité morale, avec un rigueur et quelqu'un de très compétent, qui a été assez furtivement ministre de la Défense du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais en tout cas qui est très respecté et très apprécié en tout cas dans la hiérarchie militaire et au sein des troupes. Et ils l'ont choisi, effectivement, ce n'est pas un choix par hasard, parce que, comme je l'ai dit, le CNSP, c'est des gens très tactiques, en tout cas, qui ont montré, encore une fois, que c'est des gens assez réfléchis. Peuvent-ils le manipuler? Je ne sais pas, il est encore trop tôt pour répondre à la question. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à jeter l'éponge s'il sent qu'il n'a pas, en tout cas, les coups des franches pour mener sa mission. C'est ça, et il a choisi de remettre le gouvernement aux civils dans les 18 mois. Vous pensez que c'est réaliste tout ça? Oui, je pense que c'est réaliste, parce qu'en fait, la position irréaliste, c'était celle d'abord édictée par la junte qui parlait de 3 ans pour continuer le mandat d'Ibeka. C'était absolument inacceptable et c'était même irréaliste et c'était même à un moment donné une phrase de provocation. 18 mois me semble quand même assez suffisant pour poser les jalons d'une transition, pour en tout cas faire en sorte de penser en tout cas les plaies, mais de façon superficielle, parce que pour le Mali, il faudra vraiment plusieurs décennies. Mais en tout cas, poser les jalons d'une élection ouverte, libre et démocratique dans 18 mois et rendre le pouvoir au civil. C'est ça, et même la transition n'a pas encore de gouvernement. Absolument. Le président disait un gouvernement de 25 ministres. Vous pensez qu'ils y sont, qu'ils sont en train de... Ils sont en pleine tractation et d'ailleurs le M5, qui était le mouvement à l'avant-garde de la contestation du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, a envoyé 14 CV de premiers ministrables. Bon, malheureusement pour eux, effectivement, ces CV n'ont pas été retenus. 18 mois me semble réaliste. On verra ce qui va se passer. 25 ministres, en tout cas, c'est des déclarations d'intention. Bon, parfois, on le fait au début, mais les lois de la politique sont parfois assez différentes des déclarations d'intention. Très bien, on va parler rapidement d'Assimi Goïta, le vice-président à 37 ans, si je ne m'abuse. D'après les observateurs, il a déjà beaucoup trop de pouvoir parce que les gens sont revenus un peu en arrière sur les principes parce que le vice-président est susceptible maintenant de remplacer le président de la transition en cas de force majeure ou de vacance du pouvoir. C'est ce qui semble d'ailleurs révulser la CEDEAO. Qu'est-ce que vous pensez d'Assimi Goïta? Il peut faire l'affaire pour ne pas gêner, en tout cas, le président de la transition? Je pense qu'Assimi Goïta est le vice-président, mais quelque part, c'est vraiment le leader finalement de ce mouvement de transition, parce que le coup d'État, il faut quand même le rappeler, c'est son coup d'État, c'est lui qui a été désigné d'abord par le CNSP comme le président, comme le chef. Aujourd'hui, il se soumet à l'injonction de la CEDEAO de ne pas diriger la transition, mais il est qu'un vice-président, donc contrôle l'action du président et du Premier ministre et forme complète un peu ce triumvirat, mais c'est quelqu'un qui a une légitimité, en tout cas dans ce processus de transition, quelqu'un qui est très fort parce qu'il a les
armes avec lui et qu'il a la troupe avec lui. Et on peut difficilement faire des choses aujourd'hui dans ce conseil de transition sans qu'il donne son assentiment. C'est ça. Bon, donc, ça ne nous aura pas échappé. Le Mali a un premier ministre civil. Qu'attend aujourd'hui donc la CEDEAO pour lever les sanctions, l'embargo économique et financier qui commence d'ailleurs sur le plan économique, au risque de nous répéter, à fatiguer un peu les Maliens. Qu'est-ce que la CEDEAO attend? La CEDEAO attend plusieurs choses. Je peux les citer pêle-mêle. C'est d'abord qu'on ait une charte de la transition, parce qu'il y a plusieurs versions de la charte. Il y a 4 ou 5 versions de la charte qui circulent aujourd'hui. On ne sait pas quelle est la bonne version de cette charte. La CEDEAO refuse que le vice-président Assimi Goïta, donc, qui est un militaire, puisse remplacer en cas de vacance du pouvoir le président de la transition. La CEDEAO attend aussi qu'on installe le gouvernement, qu'on installe le Conseil national de transition. Et dernière chose, elle exige que soit dissous le CNSP, parce que du coup, qui n'a plus de légitimité pour exister. Mais dans les prochains jours, je pense que ces questions trouveront des réponses de la part de la junte et de la transition malienne et qu'on lèvera cet embargo qui quand même fait souffrir beaucoup les populations maliennes. Très bien. Et pour cet embargo ne concerne pas les denrées de première nécessité, riz, sucre, céréales et les produits d'hydrocarbures. Et aujourd'hui, d'après votre lecture, est-ce que la CEDEAO s'est discréditée dans cette affaire malienne, ou bien elle s'est remonétisée, c'est-à-dire elle a pris beaucoup plus de crédit? Quelle analyse vous faites de la médiation entreprise par la CEDEAO? Alors, auprès des opinions publiques, la CEDEAO n'a pas actuellement une bonne presse, mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses quand même qui sont très exagérées par des activistes, par des militants et par des hommes politiques, notamment pas seulement du Mali d'ailleurs, mais du Sénégal. Et d'ailleurs, on ne peut pas demander à la CEDEAO d'applaudir un coup d'État, ce n'est pas dans ses normes, ce n'est pas dans son identité, ce n'est pas dans ses textes. La CEDEAO ne peut pas dire « je suis d'accord avec ce coup d'État-là ». La CEDEAO condamne un coup d'État quel qu'il soit et ensuite négocie. C'est ce qu'on appelle la solution officielle et la solution hors table. L'embargo, effectivement, était problématique. D'ailleurs, le président de la République du Sénégal a, en tout cas, freiné un peu des cas de fer pour certaines dispositions relevant de cet embargo-là. Mais vous savez, en fait, on est dans une époque de contestation des élites, des appareils, des institutions supranationales, etc. L'Union européenne, l'ALENA, l'ASEAN, etc. L'Union africaine, toutes ces institutions-là sont très contestées par les activistes, par les militants, par les populations de façon globale. Donc la CEDEAO ne peut pas y échapper, même si parfois la critique est exagérée et très injuste. C'est ça. Avant de finir, il y a une réflexion qui est en train de se développer, c'est-à-dire la CEDEAO ne dit rien quand il s'agit de coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire ces histoires de troisième mandat comme on a vu en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Mais quand il s'agit de coup d'État opérés par les militaires, elle est prompte, la CEDEAO, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter donc ces choses-là pour qu'elles ne se développent pas, ne s'enveniment pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que les coups d'État constitutionnels font plus de mal à nos pays? Mais absolument, je suis totalement d'accord, parce que le coup d'État constitutionnel est fait par quelqu'un qui a l'armée, qui a la sécurité, qui a la police, qui a les moyens de l'État, donc du coup qui peut mater toute forme de révolte venant de la base de la population. Et effectivement, la CEDEAO ne s'honore pas à appuyer ou en tout cas à rester silencieuse face à ce que vous appelez les coups d'État constitutionnels. C'est là de vous penser, et je pense aussi au troisième mandat actuellement en cours en Afrique de l'Ouest. Et se taire sur ces délais de démocratie-là ne fait que renforcer en tout cas la défiance des peuples vis-à-vis des élites politiques. C'est ça. Au Mali également, il y a une chose, c'est que les religieux sont très très influents. On a vu l'imam Dicko, on voit également, on entend parler du shérif de Nioro qui se trouve à 400 km sur la frontière mauritanienne. Vous pensez que les religieux vont continuer à peser sur la scène politique malienne? Il y a eu ce qu'Alain Berthaud appelle l'islamisation de la radicalité. Il y a de la radicalité, il y a une contestation forte par les populations vis-à-vis des élites politiques qui gouvernent et qui ne répondent pas à leurs préoccupations. Et en fait, il faut toujours observer comment ces radicalités-là se manifestent. Il y a 2 ans, elles se manifestaient via l'art, parce qu'il faut toujours se souvenir du personnage de Rasbat,
qui est un animateur hip-hop, etc., et qui a été accueilli par une masse de population à son retour de voyage une fois, et en fait qui a cristallisé quelque part les contestations des élites vis-à-vis des élites maliennes. Aujourd'hui, ce n'est plus Rasbat pour plusieurs raisons qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer, mais en fait, c'est le shérif de Nioro, c'est l'imam Diko, qui a été, il faut le rappeler, un soutien d'Ibeka en 2013, et effectivement, la contestation se radicalise, enfin, la radicalité s'islamise comme elle se musicalise, parce que les gens ont besoin de repères, ont besoin en tout cas de figures pour aider et donner plus de poids et plus de crédit à leur contestation vis-à-vis des gouvernements. Le temps est terminé. Depuis que le coup d'État est survenu, on n'entend plus parler d'attaques djihadistes, il n'y a plus de violence au nord. Est-ce que c'est un répit ou bien c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Comment vous analysez ça? Ça peut être les deux, et là je renvoie à une belle tribune de mon ami Yorodia qui parlait en tout cas des djihadistes qui attendent de voir un peu que la fumée blanche sorte à Bamako pour reprendre leur travail quotidien de déstabilisation du Mali. Très bien, on aurait pu parler de Boubou Cissé, le chef de l'opposition malienne qui est retenu... Soumaïla Cissé, excusez-moi. Donc auteur d'un rapt, on aurait pu parler également de cette opposition malienne qui ne fait pas, en tout cas, l'affaire jusqu'à présent. En tout cas, on vous remercie. Merci. On aura d'autres plages pour ouvrir d'autres items, comme vous dites. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Anne. La semaine du Mali, demain, va aborder les aspects économiques du Mali qui entretient des rapports vraiment féconds avec le Sénégal. On verra tout cela demain avec un autre invité. Merci beaucoup, M. Anne, et ITV vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonsoir.